لما عملنا الماضي استهدنا لما هت Mohawk ودي Moliale au de Siwa. Donc, bonjour à tous, Kwei Kwei. Je voulais juste dire que j'étais très content d'être parmi vous, très ravi d'avoir cette invitation de vous parler et aussi de reconnaître le territoire ancestral de mes frères et de mes sœurs Mohawk. Je suis sur l'île de Montréal aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous entretenir un peu de mon histoire parce qu'on a eu des excellentes présentations de Razak et aussi de Tashaïn, Samir. Excellente présentation. Tu m'as fait découvrir des choses que je ne m'attendais pas. Je pense pas. J'avais des doutes sur le corps médical qui pouvait entretenir le colonialisme et aussi le racisme systémique envers les Premières Nations. Et vous avez réussi à mettre des mots, des concepts sur cet important sujet. Donc, merci beaucoup, Janesh Komoten. J'aimerais peut-être, au lieu de faire une présentation en bonne et due forme, je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis un Innu de Pessamit et comme autochtone, on est des gens qui aiment bien raconter des histoires et à travers l'histoire, aller mettre des concepts importants que vous allez peut-être comprendre pour comprendre l'importance de mettre fin à au colonialisme médical, au colonialisme systémique, au racisme systémique que font face les Premières Nations. Donc, je vais vous parler de mon histoire. Bon, je ne vous parlerai pas des autres sujets parce que c'est une présentation trop extensive, mais j'ai juste une quarantaine de minutes à vous parler. Donc, je vais essayer de concentrer sur mon histoire et aussi sur des aspects importants que les Premières Nations font face sur leur chemin de vie. Donc, mon histoire, je suis un Innu de Pessamit. Comme vous savez, la part de vous le savent déjà, il y a plus de 11 nations autochtones au Québec. Moi, je fais partie de la nation Innu. Donc, et ma communauté d'origine est la communauté de Pessamit, qui est sur la côte nord, environ à 400 km au nord-est de Québec. Voici une photo aérienne de mon village. Vous voyez la rivière Pessamit qui se dessine, qui rentre dans le territoire du Québec, qui pénètre dans plus de 200 km et se rend très proche du territoire Cri et de mes frères Innu et Cri, et aussi juste devant le village, le fleuve Saint-Laurent. Moi, j'ai grandi dans cette communauté-là, mais je n'y suis pas né. Je suis né, en fait, dans une crèche dans la ville de Québec en 1965. Donc, si vous faites l'arithmétique rapide, j'ai 55 ans. C'est ça, ma mère était une jeune fille mère, elle avait 21 ans. Et à l'époque, en 1965, c'était interdit aux femmes de donner naissance dans les hôpitaux. Donc, il fallait qu'elles accouchent dans des crèches. Et lorsqu'une femme autochtone, et à l'époque, on appelait une sauvagesse, était enceinte et n'avait pas de mari, cet enfant-là devait être donné en adoption pour sauver son âme, parce qu'on était dans l'épisode catholique où la religion était très, très omniprésente. Donc, à ma naissance, j'aurais dû être donné en adoption à une famille canadienne, française, québécoise, catholique pour sauver l'âme de ce pauvre enfant qui est né du péché. Et cependant, j'ai eu la chance que mon grand-père a entendu parler que j'allais donner l'adoption. Mon grand-père, qui n'a jamais été à l'école de sa vie, a été une demi-journée à l'école, en fait, quand il était jeune. C'est un chasseur, un trappeur, un pêcheur. Il a décidé d'aller me chercher, parti de Pessamit, en prenant l'avion de Bécomo. Il a demandé une avance d'argent à la compagnie de la Baie du Son, où il transigeait ses pots de fourrure. Donc, il est allé demander de l'argent d'avance, il a pris l'avion, il est venu me chercher dans cette crèche-là à Québec quand j'avais 2-3 jours de vie et m'a ramené par la suite dans ma communauté. Sinon, si mon grand-père n'aurait pas intervenu, j'aurais été adopté
par une famille québécoise. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenu. Je peux vous parler du deuxième enfant de ma mère. Lui a été adopté. Ma mère a donné naissance 1 an et demi après à un autre enfant qui a été adopté par une famille québécoise. Et mon frère Éric, parce que nous, on ne connaît pas les demi-frères et demi-sœurs comme autochtones, on est frères, on est sœurs, on n'est pas à demi. Mon frère, que je n'ai jamais connu, finalement est décédé à l'âge de 22 ans à la recherche de son identité culturelle. Puis, je l'ai su beaucoup plus tardivement. Donc, c'est un drame que j'ai vécu de racisme, un peu du système du Québec, déjà, qui mettait les Autochtones comme des citoyens de deuxième, troisième ou de cinquième ordre. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir grandir avec mes grands-parents. Sur la photo, on voit mon grand-père, le grand gaillard à côté, il s'appelait Xavier, et Jabiel en Innu, un chasseur, un pêcheur, un trappeur. Donc, il n'a presque pas été à l'école dans sa vie. Et ma grand-mère, 10 fois plus éduquée, elle a été une semaine à l'école. Mes grands-parents, c'était des gens qui vivaient sur le territoire, donc des gens qui vivaient du territoire. Et j'ai eu la chance de pouvoir grandir avec eux. Des très belles valeurs. Je n'ai pas parlé français avant l'âge de 6-7 ans, avant que j'aille à l'école. Ça, c'est une photo de moi quand j'étais jeune. Et j'ai habité sur le territoire avec mes grands-parents. Vous voyez les photos de tentes sur le bord de la rivière Pessamit. Donc, on pêchait le saumon l'été, on allait trapper, à l'automne, hiver, chasser l'orignal, le caribou. Donc, une vie très traditionnelle qui, pour moi, était les plus belles années de ma vie parce que c'est vraiment je me rappelle encore des histoires que mes grands-parents me racontaient, de la fierté que j'avais d'être un Innu et de la fierté que j'avais de mes grands-parents que je considérais comme mes héros, comme des grandes, grandes personnes. Même si on peut être à l'école, je pense que mes grands-parents étaient des gens très intelligents. Mon grand-père a toujours été un rôle modèle, un modèle pour moi, qui m'a tout appris. Et, bon, on est obligé d'aller à l'école. La loi sur les Indiens, cette fameuse loi sur les sauvages de 1857, nous oblige à aller à l'école. Bon, puis, je me rappelle d'avoir été à l'école les premières fois à Pessamit. Et ça, c'est la nouvelle école de Pessamit. Il y avait une école un peu plus ancienne avant. Et je me rappelle que je ne parlais presque pas français. Et quand je parlais avec mes camarades de classe, je parlais en Innu. Et je me suis fait punir très souvent d'avoir parlé en Innu. C'était des noms autochtones qui nous enseignaient, puis ils nous donnaient des coups de strap sur les mains. Et j'étais puni d'avoir parlé en Innu. Ils me disaient, tu n'as pas le droit de parler en sauvage. Il faut que tu parles de façon civilisée. Si tu veux parler en sauvage, tu dois aller parler à l'extérieur de l'école. Pour moi, l'école était déjà quelque chose de très négatif. Je voyais l'école comme quelque chose d'étranger qui voulait écraser ma culture, qui voulait écraser les valeurs que mes grands-parents voulaient me transmettre. Cependant, j'ai continué à aller à l'école parce que j'avais quand même des modèles comme mes grands-parents. Ma mère qui aurait voulu aller à l'école quand elle voulu aller à l'université quand elle était jeune, mais c'était interdit jusqu'aux années 60 d'aller à l'université pour les Autochtones. C'était dans la loi encore pour des Indiens de l'époque. Il fallait signer un acte d'émancipation, donc il fallait signer un papier en disant que je refuse mes droits autochtones et je ne retournerai plus dans ma communauté. Donc, l'acte d'émancipation, c'est encore dans la loi. Et encore aujourd'hui, j'aurais le droit d'aller m'émanciper en retour d'argent. C'est possible pour moi d'aller signer cet acte-là et d'avoir, je pense, c'est 30 ou 40 000 en retour pour céder tous mes droits. Et donc, cette loi-là est encore existante aujourd'hui. Quand on parle de racisme systémique, je pense que c'est un autre exemple. Mon grand-père, qui n'a jamais été à l'école, a toujours été quelqu'un avec une grande vision
Puis, il m'a dit, « Toi, mon fils, je me rappelle encore de ce moment-là, j'étais en vélo, je revenais chez moi. Il dit, « Toi, mon fils, tu es intelligent, je veux que tu ailles à l'école, je veux que tu ailles apprendre la langue, la science, les lois des non-autochtones pour que tu puisses défendre nos terres qui nous ont été volées, pour défendre notre mode de vie. Mes grands-parents, les Inuits, ont été les premières victimes ou en tout cas des conséquences d'Hydro-Québec. Les premiers barrages qu'Hydro-Québec a bâtis sont les barrages sur le territoire des Inuits, sur le territoire de la communauté de Pessamit, ma communauté. Le premier barrage, c'était Berzimis 1, Berzimis 2, donc sur la rivière Pessamit, en 1954-55. Et par la suite, ils ont emmené la rivière Outarde et Manicouagan, qui sont sur le territoire des Inuits. Donc, toute notre communauté a été impactée par ces inondations. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais demandé à mon grand-père, « Papa, qu'est-ce que tu as eu comme compensation? » Et je me rappelle encore qu'il me regardait les yeux baissés, puis il me dit, « Fils, j'ai reçu une boîte de balles de 30-30 en compensation. » Et je me rappelle de mon innocence de 7-8 ans, dire, « Wow, papa, tu as eu un beau cadeau. » Mais aujourd'hui, je revois encore ses yeux et je sais maintenant qu'est-ce qu'il voulait me dire. Il dit, « J'ai honte, fiston, j'ai honte d'avoir accepté. J'aurais peut-être dû prendre cette boîte de balles-là et leur tirer dessus puis leur dire, « Non, vous n'inonderez pas le territoire de mes ancêtres, de mes parents. » Et il m'a donné cette mission-là d'aller à l'école et ma mère aussi. Elle dit, « Fiston, tu vas aller à l'école, tu vas à l'université. » Donc, j'ai eu plusieurs modèles qui m'ont dit d'aller à l'école. Et à Pessamit, il n'y avait pas d'école secondaire. Donc, au secondaire, j'ai dû quitter la communauté pour aller à Québec, chez ma tante. Et ça, c'est une image de l'école, l'Institut Saint-Louis, qui fait partie de la polyvalente de Loretteville, qui est à côté de Wendake. C'est l'école où je suis allé en secondaire 1 à Québec. Je me rappelle, je parlais très peu français, j'avais un accent très, très fort inou. J'avais des fringues différentes parce que je venais d'une famille quand même pauvre financièrement, mais on était très riche d'une autre façon. J'ai jamais manqué de nourriture. On avait de la nourriture de forêt de façon à l'infini, mais j'étais pauvre par rapport au modèle nord-américain, au Québécois. Et je me suis fait insulter. J'ai reçu pas mal de coups. J'ai des yeux au bord noir, des bleus. Et à chaque jour, je pleurais d'aller à l'école parce que je me faisais insulter. Je me faisais appeler sauvage, je me faisais appeler kawish, je me faisais appeler le chinois, je me faisais appeler de tous les noms possibles et inimaginables. Et j'avais des marques sur la peau. Donc, quand on parle qu'il n'y a pas de racisme, je peux vous dire que ma peau porte des marques de ce racisme-là. Et, mais le message de mes grands-parents, de mes parents, m'a fait perdurer, continuer à aller à l'école. Et je me suis dit, je vais prouver à ces jeunes-là qui m'insultent que les Autochtones sont capables d'être des égaux, des gens qui sont capables de réussir. Et cette force-là m'a fait perdurer à l'école. Et plusieurs autres jeunes de ma communauté qui ont subi le même racisme n'ont pas eu peut-être la force de le faire. Puis j'ai compris parce que, bon, c'est pas tout le monde qui est pareil. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné. 60% des Autochtones ne finissent pas leur secondaire 3. Donc, c'est un drame pour nous parce qu'on perd beaucoup. Le potentiel est perdu, n'est pas développé et souvent, l'école est considérée comme étranger. On se rappelle des écoles, des pensionnats où la majorité des gens ont subi des atrocités sexuelles, physiques, mentales. Et c'est difficile d'envoyer son enfant quand l'école est associée à un traumatisme. Ensuite, avant de parler au cas, j'ai continué l'école. Je voulais devenir ingénieur, en fait, quand j'étais jeune, pour bâtir des barrages et inonder des territoires des non-autochtones pour me venger un peu.
Donc, quand j'étais jeune, j'ai décidé d'aller devenir ingénieur. Et finalement, j'ai changé d'idée durant mon cégep. J'ai rencontré quelqu'un par hasard, quelqu'un qui était en état d'intoxication à mon village. Il m'a dit, j'ai entendu parler que tu allais devenir médecin. Et cette rencontre-là a changé ma vie. J'ai décidé d'aller en médecine. Et en 1984, je suis rentré à l'Université de Montréal comme étudiant de médecine. Mais là, pour faire peut-être un lien avec Dr. Razak, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médecins autochtones. Il y en avait moins de 50 au Canada, 2, 3 au Québec. J'ai appliqué. J'avais des notes pas pires, des assez bonnes notes au cégep, mais peut-être pas assez fortes pour rentrer en médecine. J'ai appliqué, j'ai envoyé une lettre de support du chef de mon conseil de bande et du chef du Grand Conseil Atikamekw-Montagnais de l'époque. Et mon application est tombée sur le bureau du vice-doyen à l'admission, Dr. Rivet, et ça l'a interpellé. Puis il m'a convoqué, il m'a dit, écoute, cette année, tu serais numéro 12, numéro 14 sur la liste d'attente, mais ton dossier m'interpelle parce que je crois, l'Université de Montréal croit que donner une chance à un Autochtone qui n'a peut-être pas eu la vie facile dans son éducation, on pourrait peut-être changer, améliorer le sort des Premières Nations en développant des leaders d'opinion, des leaders à différents niveaux. Et grâce à sa vision, je suis rentré à l'Université de Montréal en 1984. Ça a été, ça a été des beaux moments, malgré que pendant les premières années, il fallait que je fasse de l'éducation à mes collègues qui n'avaient aucune idée qu'est-ce qu'un un Autochtone. Il fallait que je leur fasse découvrir la culture autochtone, les différences avec les Autochtones. Donc, mon rôle, c'était aussi de faire de l'éducation auprès de mes collègues de classe. Et la prochaine diapo, Dr. Razak parlait que les médecins autochtones devraient être des médecins de famille pour revenus dans la communauté. C'était mon but initialement. Mais finalement, j'ai découvert une passion pour la chirurgie en 88-89. Et en 89, je suis rentré en chirurgie. Et je pensais peut-être faire une carrière en chirurgie thoracique, une carrière universitaire. Bon, mais c'est une autre histoire. Mais en 90, j'étais à Montréal en résidence, en deuxième année de résidence de chirurgie. Et il y a eu la fameuse crise d'Oka en 90, de juillet jusqu'en octobre 90, qui a été pour moi une autre table en figure pour me réveiller que le racisme était bien présent. À chaque jour, j'allais à l'hôpital ou dans les centres de formation durant ma formation en chirurgie. J'espérais que, je disais, bon, je suis dans des milieux médicaux, je fréquente des médecins, des spécialistes, des PhD, des gens éduqués. Donc, l'éducation doit prévenir du racisme. J'avais comme l'hypothèse que le racisme était seulement pour les gens qui n'avaient pas d'éducation. Donc, je suis arrivé à l'hôpital et à chaque jour, je me rappelle, on me disait, vous les sauvages, vous les Indiens, vous les warriors, en fait. Tout était confondu. J'étais un warrior, j'étais un bloqueur de chemin. J'ai été insulté à presque tous les jours. J'ai trouvé ça hyper difficile. J'ai failli lâcher. En fait, j'ai failli quitter le pays parce que là, je n'étais plus capable de tolérer le racisme dont dont j'étais le témoin. Je disais, je vais peut-être aller en Europe pour aller finir ma formation en chirurgie. Je ne peux pas être dans un pays où mes frères et mes sœurs sont considérés comme des citoyens de cinquième ordre. Et ça a été une période très, très, très difficile. Et finalement, j'ai décidé de rester en me disant que peut-être que mon rôle, c'est de rester et de convaincre encore par mon excellence
que les Autochtones ne sont pas tous pareils. Les Autochtones sont des individus égaux aux non-Autochtones. Donc, j'ai continué ma formation de chirurgie, et j'essaie toujours, par mon exemple, de prêcher pour dire aux gens, voici la réalité des Premières Nations aujourd'hui, voici ce qu'on est, voici ce qu'on vaut. Et je me rappelle, en deuxième, troisième année de chirurgie, j'étais à l'hôpital Sainte-Justine. Un de mes mentors, c'est un chirurgien haïtien, Dr. Hervé Blanchard, qui a réalisé la première greffe pédiatrique hépatique dans les années 70-80. Un grand bonhomme et qui, à chaque fois que j'opérais avec lui, me donnait des coups de tête parce qu'il disait, Stan, il faut que tu sois meilleur encore que ça. Il faut que tu vises l'excellence. Tu es bon, mais il faut que tu sois encore meilleur parce que, comme toi et moi et toi, moi je suis haïtien, toi tu es autochtone, il faut qu'on soit meilleur que les Blancs parce qu'ils vont seulement nous respecter si on est meilleur. Mais on ne devrait pas faire ça. On devrait être respecté. Pourquoi être encore meilleur pour prouver qu'on est bon? Mais c'est ce qu'on vit comme quand on n'est pas de l'ethnie dominante. C'est ça le colonialisme. C'est que le colonialisme, c'est l'ethnie dominante qui considère tous les autres comme des inférieurs. Donc, il faut briser ce colonialisme comme Tachaïn Farazak a parlé, considérer tout le monde comme... Et vous, comme étudiant de médecine, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez choisir de dire qu'il n'y aura plus de colonialisme, qu'on doit traiter tout le monde comme des égaux. Et chemin faisant, j'ai continué mon cheminement médical et en 1994, j'ai terminé ma formation de chirurgie et j'ai décidé de ne pas faire ma surspécialisation en chirurgie thoracique, mais de rentrer chez moi parce que je me suis senti interpellé par la souffrance des miens. Je dis, je pense qu'au moins, je vais revenir dans ma région. Donc, j'ai commencé à travailler à l'hôpital de Bécomo, qui est à peu près à 35 km de ma communauté de Pessamit. Donc, j'ai travaillé dans ce centre hospitalier pendant près de 10 ans, puis je faisais de la clinique à Pessamit. Et les gens de ma communauté étaient très, très heureux de pouvoir m'avoir comme une fois par semaine pour donner des soins dans ma langue. Et pour les aînés, c'était quelque chose d'important. Les aînés ne parlent presque pas français ni anglais, donc parlent surtout Innu. Et j'ai appris beaucoup avec les aînés. J'ai réappris, redécouvert ma langue, ma culture que j'avais peut-être perdue à travers le processus d'éducation. Puis en fait, une des réflexions que j'ai, c'est le colonialisme, le racisme systémique existe. Puis même quand tu n'es pas de l'ethnie dominante, les idées de racisme systémique et de colonisation sont tellement importantes qu'on devient nous-mêmes différents. Et là, je vais faire une petite anecdote. Durant ma marche des 6000 km que je vais présenter tantôt, j'avais marché avec une cinquantaine d'Autochtones et on est arrivé à Amos en 2013. Et le maire d'Amos était un Haïtien, M. Chekubin, un type adoré par la population. Il y a eu plusieurs mandats avec des majorités incroyables. Un gars fantastique. C'est le premier maire noir du Québec. Je me rappelle, il nous accueille, les marcheurs, puis il nous dit félicitations d'être venus à Amos, à Picogan. Je remercie tous les marcheurs, Dr. Volant. Et il commence son discours en disant nous les Blancs. Et pourtant, il était haïtien. Puis là, il s'est excusé, il dit ben non, je m'excuse, je ne suis pas blanc, je suis haïtien. Mais ça illustre que des fois, l'idéologie dominante parvient même à changer l'intérieur de quelqu'un qui est d'une autre ethnie. Donc,
Et peut-être que je suis devenu moi-même blanchi par l'intérieur. Et souvent, on appelle ça, chez les Autochtones, le syndrome de la pomme, rouge à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Donc, et le contact avec les aînés m'a peut-être réappris à devenir rouge à l'intérieur. Donc, c'est le racisme systémique et le colonialisme est très, très fort. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé donc, à l'hôpital de Bécomo. Et par la suite, en 2003, j'ai décidé d'aller travailler à Chicoutimi. Un changement de carrière pour faire plus d'enseignement auprès des résidents. Puis j'avais aussi, en 2003, eu une séparation difficile avec ma conjointe, avec qui j'ai eu 2 enfants à Bécomo. Donc, pour moi, c'était aussi de changer d'air et d'avoir un nouveau départ. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital de Chicoutimi pendant près de 4 ans, avant d'avoir un poste. En fait, l'Université d'Ottawa m'a demandé de diriger de devenir directeur du programme autochtone de l'Université d'Ottawa, de la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Depuis les années 2003-2005, plusieurs universités canadiennes commençaient à avoir des programmes où ils intégraient des étudiants autochtones, justement pour permettre aux Premières Nations de développer des forces médicales, des effectifs médicaux autochtones, et aussi d'avoir un curriculum qui permette aux jeunes non autochtones de pouvoir connaître plus l'égalité, les problématiques des Premières Nations. Donc, en 2006-2007, je suis allé à l'Université d'Ottawa pour enseigner. Ça a été pour moi des années très difficiles. Puis en fait, en 2007, j'ai une seconde séparation et j'avais un jeune enfant de 2 ans qui s'appelait Xavier. Puis là, je vais faire un petit retour en arrière. Je m'excuse de revenir un peu en arrière. Mon grand-père, qui s'appelait Xavier, en 82, j'étais au cégep, est décédé accidentellement. Mon grand-père a été renversé par une voiture d'un non-autochtone qui est en état d'ébriété et qui l'a tué. Et qui, malgré qu'on a retrouvé le sang, le chair de mon grand-père sur la calandre de la voiture, jamais la justice n'a pu condamner le conducteur sous non autochtone. Et je me rappelle en 82, j'étais choqué, enragé. Je ne peux même pas expliquer dans l'état où j'étais de voir que la justice de mon pays n'avait pas de justice pour les Autochtones. Qu'un Autochtone mort, c'est un Autochtone de moins. Aujourd'hui, c'est encore le cas. La justice n'est pas sécuritaire culturellement. Le milieu de la justice n'est pas sécuritaire culturellement pour les Autochtones. Et en 82, j'avais fait la promesse sur le tombeau de mon grand-père. J'ai dit, Notaoui, je te promets que le premier fils que j'aurai portera ton nom. Excusez. Et en 2005, j'ai eu mon fils. Je l'ai fait appeler Xavier. Donc, Xavier, voilà le nom de mon grand-père. Pour rendre hommage à un grand homme de ma vie. Puis, pour réparer peut-être la peine que j'avais. Puis, donc, en 2007, pour revenir à mon histoire, à la chronologie, en 2007, séparation, mon fils, pour la deuxième séparation en dedans de 3-4 ans, je perds mon fils, il s'éloigne de moi, puis j'ai fait une dépression. Donc, je me suis ramassé quasi au bord du suicide. J'ai failli tirer la gâchette d'un fusil. Et à la dernière minute, j'ai décidé de ne pas le faire. Et je suis très content aujourd'hui, 13 ans après, de ne pas avoir fait ce geste.
mais juste pour vous dire, oui, on peut tous vivre des moments de faiblesse dans nos vies. Et les étudiants de médecine, comme les professionnels de la santé, on n'est pas à l'abri. Donc, gardez espoir. Même dans la noirceur la plus longue, la plus noire, on finit toujours, le soleil finit toujours par se lever. Et aujourd'hui, je suis tellement content d'avoir cru que le soleil allait se lever. Et je lui remercie la vie d'être encore en vie aujourd'hui. Donc, en 2007, je suis professeur à l'Université d'Ottawa, puis je participais déjà à beaucoup de réunions de l'Association de médecine du Canada pour augmenter le nombre de jeunes autochtones en médecine et aussi de développer un curriculum qui sensibiliserait, qui rendrait les jeunes non autochtones compétents en médecine pour les Premières Nations. Et j'ai été invité à une conférence en Nouvelle-Zélande, à Rotorua, dans le nord sur l'île du Nord, en terre maori. Et j'étais vraiment pas en forme. Je me rappelle, j'avais perdu presque 20 kilos durant cette dépression-là et j'ai rencontré mes amis qui m'ont dit tu devrais aller faire un peu de course. Je me rappelle, j'ai été courir le lendemain, puis j'ai couru presque un 30 km autour du Grand Lac de Rotorua, qui est un lieu sacré pour les Maoris. Et durant cette course-là, j'ai fait un rêve que je devais aller marcher à Compostelle. Et voici des images de Compostelle et la traversée des Pyrénées que j'ai fait. Et je suis même tombé malade sur le chemin de Compostelle. J'ai fait une fasciite, une infection cousine de la mangeuse de chair, là, du streptocoque. Et donc, j'ai été hospitalisé pendant quelques jours. Et contrairement à ce que les médecins me demandaient, de retourner dans mon pays puis d'arrêter de marcher, les médecins sont des très mauvais patients. Donc, j'ai continué à marcher, mais avec un poids moins lourd, des moins longues distances. Et la dernière soirée que j'ai passée en Espagne, c'est dans cette auberge-là, à Murias de Riquelvaldo, un peu après Astorga. Et j'ai fait un rêve et je rêvais que je marchais à travers le territoire de mes ancêtres et je rencontrais les jeunes autochtones pour leur dire l'importance de rêver et de croire à leurs rêves, de jamais abandonner et d'être fiers de qui ils étaient. Et dans ce rêve-là, il y avait aussi des aînés, des gens avec des têtes blanches qui me renseignaient, qui me rééduquaient sur ma culture, ma langue. Et, euh, et j'ai décidé le lendemain de partager mon rêve avec quelqu'un. Il m'a dit non, ce n'est pas un rêve que tu as fait cette année. C'est une vision et tu devras accomplir cette vision. C'est une photo de moi, la dernière journée de ma marche, où je déposais une pierre devant la croix de fer, qui est un symbole du lâcher-prise. Et j'ai décidé de lâcher tout mon traumatisme ancien, le traumatisme que je portais depuis des années, le traumatisme de ma mère, qui a été au pensionnat, qui a été abusée sexuellement. Ma mère est morte à l'âge de 52 ans. C'est moi-même qui l'ai débranchée à l'hôpital de Bécomo en 1995. Elle est morte parce qu'elle a bu pour noyer sa peine qu'elle n'a jamais pu libérer. Et je ne connaissais pas l'histoire des pensionnats avant cette époque-là. Aujourd'hui, avec l'enquête que les pensionnats, je comprends ce que ma mère a vécu, pourquoi elle a été comme ça. Euh, et pour moi, me libérer de ce traumatisme-là, de ce poids-là, a été très important. Et par la suite, j'ai décidé de faire une très longue marche de 6000 km pour inspirer les jeunes, valoriser les aînés, apprendre des aînés et bâtir des ponts entre les cultures, justement, arrêter le racisme. Le racisme est fait par la méconnaissance de part et d'autre. Donc, rebâtir les ponts était très important pour moi. Donc, j'ai commencé à marcher. Voici un peu la carte de toute la marche. J'ai marché de la côte du Labrador jusqu'en Ontario. J'ai été jusqu'à North Bay. J'ai rencontré des milliers de personnes. Et en fait, dans 2 jours, le 12 octobre, je fêterai le 10 ans de mes premiers pas de cette longue marche-là qui m'a changé et qui m'a fait voir la vie de façon différente. Et à travers cette marche-là, avec qui j'ai marché avec des centaines de personnes, des milliers de personnes, dont des gens de Manawan, des Atikamekw. Et ça, c'est la photo de l'arrivée
On était une cinquantaine de marcheurs. On avait marché pendant près de 3 semaines à travers le territoire Matikamekw et c'est l'arrivée à Manawan. Une pensée pour Joyce Echequan. Je connais bien sa famille. J'ai marché avec des membres de sa famille. Et les Atikamekw me parlaient et pas juste les Atikamekw, tous les nations que j'ai rencontrées, des problématiques qu'ils rencontraient dans le système de santé, du racisme systémique qu'ils vivaient, des traumatismes qu'ils traînaient depuis des générations. Et je pense que Dr. Chahine m'a convaincu maintenant avec des mots, des preuves que le colonisme médical existe et qu'il faut l'abolir. Et les gens me rapportaient des morts, des complications qui n'auraient pas dû arriver dans les hôpitaux de Joliette, de La Tuque, de Bécomo, de Sept-Îles, de Val-d'Or, même à côté de Montréal, à Châteauguay, des Mohawks qui vont consulter là, qui sont considérés comme des citoyens de deuxième, troisième ordre. Donc, cette marche-là m'a changé et j'espère donner espoir aux jeunes pour qu'ils puissent prendre leur chemin en main. Cependant, on a besoin que ce chemin-là n'ait pas d'embûche. Il ne faut pas que mes enfants, que mes petits-enfants aient les mêmes obstacles que moi j'ai pu avoir à travers les années. Et le racisme systémique est un obstacle important. Je l'ai vécu à travers ma vie, je le vis encore. Je l'ai vu à travers mes pratiques. Une de mes tantes, je raconte souvent cet exemple-là avec Como, une de mes tantes qui était diabétique. Elle a fait une infection, une pyélonéphrite, une infection rénale. Elle ne se sentait pas très bien. Donc, elle s'est présentée à l'urgence de l'hôpital de Bécomo. Puis, son taux de glycémie était tellement élevé qu'elle était un peu confuse. Elle avait une haleine fruitée à cause de l'hyperglycémie. Et l'infirmière au triage ne l'a pas traitée, l'a laissée sur un banc pendant près d'1 heure. Et probablement, c'était parce qu'elle s'est dit, bon, voilà une autre Indienne, saoule, on va la laisser dégriser un peu, jusqu'à temps qu'il y ait un changement du shift. Et l'infirmière liaison qui a pris le relais a pris immédiatement la glycémie de ma tante qui était à 35. Donc, elle l'a emmenée immédiatement à la salle de réanimation, donner des solutés, donner de l'insuline parce qu'elle aurait pu mourir là. Donc, et j'ai des dizaines, des centaines d'histoires comme ça de gens qui sont peut-être morts ou aient des complications parce que le jugement du personnel de la santé, médecins, infirmières, auxiliaires, a été perturbé par cette prémisse-là que les Autochtones sont des alcooliques, des drogués, des gens qui sans éducation. J'entends souvent même des fois des commentaires racistes parce que des fois, les gens oublient que je suis autochtone. Bon, je fais partie de la gang donc des médecins, puis de temps en temps, oups, un petit commentaire contre les Premières Nations. Puis là, je dis aux gens, en passant, je suis Innu, peux-tu en parler? Donc, ça existe encore et ça va encore exister. Et vous êtes des agents de changement. Vous êtes capable de pouvoir dire non au racisme. Et les actions qu'on va faire pour la sécurité culturelle, qui est une thématique très importante à moi. Je pense que la sécurité culturelle doit être exister dans tous les domaines de vie des Premières Nations, en santé, en éducation, en justice, en économie, bref, dans toutes les sphères de vie. Et je pense que vous pouvez être des agents de changement qui permettent qu'un jour, qu'il n'y ait plus de racisme, de discrimination. Et ces interventions-là qu'on fait pour les Premières Nations, bien, ça s'applique pour tous les gens. Je pense qu'il faut donner un avenir idéal pour nos jeunes, peu importe leur langue, leur culture, leur religion, leur couleur de peau. Il faut que ça cesse. Il faut que tous les êtres humains soient considérés au même pied, sur le même piédestal, au même niveau. Non-racisme, le racisme tue.
Et je pense qu'il faut qu'on dise non. Il faut qu'on soit des agents de changement, qu'on continue à se battre pour ça. Moi, j'ai décidé de continuer à me battre parce que c'est... et surtout, ce qui s'est passé avec Mme Echequan, qui est malheureusement juste la pointe de l'iceberg. Il y a eu plusieurs événements à travers les années, mais je pense qu'il faut, il faut agir et j'espère que sa mémoire ne s'arrêtera pas. On en parle encore aujourd'hui, ça fait 2 semaines. J'espère que ça ne s'arrêtera pas et j'espère que le premier ministre du Québec ira de l'avant. Le racisme systémique, il doit l'avouer. Du moins, s'il peut faire des actions tangibles, je pense que de développer un cadre de formation de tout le personnel médical par rapport à la séquestration culturelle, c'est un must, c'est un début. Et je pense qu'il faudrait aussi que dans tous les hôpitaux où il y a des interactions des Premières Nations, qu'il y ait un agent de sécurisation culturelle, parce que c'est important que les gens puissent pas juste connaître les Premières Nations, mais connaître leur richesse un peu dans les événements que j'organise, comme la mini-école de médecine. Souvent, les jeunes reviennent de ces journées-là dans les communautés autochtones en disant ben, j'ai appris quelque chose, la richesse de vos cultures, et ça me donne le goût de donner un coup de main et d'être un avocat pour faire progresser la cause des Premières Nations. Donc, je vais m'arrêter là, je pense. Je suis rendu à 40 minutes, donc je vais laisser les gens discuter, mais par rapport au racisme systémique, je pense qu'il faut dire un non et demander au premier ministre du Québec d'aller de l'avant, de prononcer ce mot-là, de le dire, pour décrire une situation, il faut l'avouer. Et par la suite, on peut avoir des actions. J'espère que le nouveau ministre aux Affaires autochtones, Yann Lafrenière, fera mieux que son prédécesseur et qu'on pourra un jour aspirer à des soins de santé égalitaires pour les Premières Nations. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions. Je suis un peu je ne suis pas tellement technologique, là. Je ne sais pas si je peux les voir. Donc, en attendant que les participants répondent ou écrivent leurs questions, on voulait juste, je pense, tous les membres de l'organisation vous remercier énormément, Dr. Volant. Je pense que ça a été un privilège pour tous d'écouter votre histoire et celle de votre famille. Elle nous inspire et nous fait prendre encore plus conscience que même si on a avancé dans le respect des droits de l'homme, le chemin qui nous reste à faire est encore très long et hasardeux afin de nous départir du racisme systémique qui sévit dans notre société. Et comme l'histoire de Joyce et Huachuan dans notre système de santé, on doit prendre vraiment position pour rendre nos hôpitaux comme nos rues sécuritaires à tous et chacun. Et nous avons eu la chance d'être dans un pays riche en culture et on devrait prendre plus conscience de cette opportunité pour en apprendre davantage sur elle. Merci encore. Merci. Miigwech, Tjeneshkemeten. Tjeneshkemeten, c'est juste pour... je vais essayer d'aller à la fin de ma présentation. Attendez, Tjeneshkemeten est un mot en Innu qui est compris par aussi les cris de Mistissini et qui veut dire « je te donne une outarde à manger ». Et pour les Autochtones, c'est le plus grand merci qu'on peut faire, c'est de donner sa nourriture parce que la nourriture est un cadeau de la vie. Pour mon grand-père, donner sa nourriture, c'était peut-être demain, je vais souffrir de la faim, mais c'est le plus gros cadeau, le meilleur cadeau que je peux donner à quelqu'un que je veux remercier. C'est le cadeau de la vie, le cadeau de donner son manger, Tjeneshkemeten. Et plusieurs peuples des nations disent aussi Miigwech. Donc, ou Tiaweng dans les langages iroquoiens et Nakurmik en Inuktitut. Et
et moi, je fais souvent des présentations auprès des jeunes médecins. Je leur dis, apprenez quelques mots dans les langues autochtones des gens que vous desservez. Juste dire bonjour, kwei kwei, shekwan en Mohawk, euh, euh, ou encore, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, mais juste apprendre quelques mots dans certaines langues, c'est une ouverture. Même si vous le dites de façon malhabile, même si vous n'avez pas le bon accent, ça va faire rire les gens et c'est une main tendue. Moi, personnellement, dans ma pratique, je travaille à l'hôpital Notre-Dame, j'apprends les mots, des mots en chinois, des mots en russe, des mots en arabe, en kabyle. Les Kabyles qui sont les autochtones de l'Afrique du Nord, je leur dis Azul, tu sais, puis juste dire Azul, Tanmit, qui dit merci en kabyle, les gens reconnaissent que je suis sensible à eux et que je suis ouvert. Donc, faites cette preuve d'ouverture avec votre clientèle. Enlevez votre chapeau de colonisateur. Puis même moi, des fois, j'ai le chapeau de colonisateur, je l'enlève et je me mets à niveau d'égal à égal avec mes patients. Donc, c'est peut-être un petit message philosophique, mais très, très important et ça fait une grande différence auprès de la clientèle, auprès des patients. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux conclure cette rencontre d'inclusivité avec vous, docteur Volant. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on a eu plusieurs commentaires en attendant. Donc, il y a, si je vais vous les lire, donc de Kenza, qui est aussi une autre membre de l'organisation. Merci, docteur Volant, pour votre histoire et témoignage très personnel. Vous nous avez illustré l'importance de combattre le racisme systémique d'une façon très vive et on vous en est très reconnaissant. Un autre, merci d'avoir partagé votre histoire et votre vécu. Magali, un sincère merci pour votre histoire, docteur Volant. Vous êtes inspirant. Alicia, votre parcours est inspirant. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Maya, merci beaucoup de votre présentation, docteur Volant. Votre message et votre appel à l'action sont très puissants et très inspirants. Je vous remercie très sincèrement. Sophie, un énorme merci pour votre partage. Yousra, Iman, très inspirant. Merci de votre partage. Félix, merci pour votre vibrant témoignage. J'espère que notre génération pourra faire la différence dans l'avenir des générations qui viendront. Audrey, merci beaucoup pour le partage et votre histoire émouvante et inspirante. Marie-Pierre pose une question. Donc, le problème de mauvaise prise en charge médicale existe aussi au niveau des gens issus de divers mouvements culturels. Je pense aux milieux marginaux, aux jeunes de la rue, etc. J'ai moi-même beaucoup perdu plusieurs amis suite à de la négligence dans le milieu hospitalier, raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Puisqu'il s'agit en partie d'un choix de mode de vie et non d'une origine dont on hérite à la naissance, croyez-vous que les mêmes solutions peuvent quand même s'appliquer pour ces milieux? Je pense que oui. Je pense que d'arrêter la discrimination, puis je parlais hier à des infirmières, infirmiers de l'hôpital Notre-Dame, parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de clientèle de différents milieux. On a une très grande communauté LBGQ2 qui est proche de l'hôpital Notre-Dame. On a les sans-abri, beaucoup de sans-abri, sans domicile fixe, autochtones. Donc, je pense que c'est le devoir de chacun d'intervenir dans des situations d'injustice. Et les infirmières disaient, des fois, j'en vois et j'interviens, mais je pense que c'est un rôle personnel qu'on a de dire non, on n'accepte pas ça. Et de le dire haut et fort, de le dire à des collègues, des infirmiers, des infirmières, on n'a pas le droit de juger les gens sur leurs différences. Et les différences de l'être humain font en sorte qu'on est encore plus riche. Je pense que ça répond quand même bien à la question. Puis, le dernier message de Farouk qui nous dit « Merci pour votre témoignage personnel, vous êtes très inspirant et c'est un privilège de vous écouter. » Évidemment, s'il y a d'autres questions pour aller faire, est-ce qu'on pourrait vous les faire parvenir Oui, certainement. Puis, je suis désolé pour mes rudiments technologiques qui sont vraiment primitifs. Je ne suis pas capable de vous lire, mais bon, je vais sûrement pouvoir vous répondre par écrit par la suite. Désolé encore pour
ma primitivité technologique. Aucun problème, vous avez répondu à toutes les questions qui étaient sur la conversation.